All rise, veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning. Le juge président, bonjour à tous, bonjour à vous, monsieur le témoin. Give immediately Je donne immédiatement la parole à madame le procureur afin qu'elle poursuive son interrogatoire. Merci. Madame Pack. Bonjour et merci beaucoup, monsieur le président, madame, monsieur les juges. Bonjour, monsieur le témoin. J'espère que vous avez pu vous reposer. I don't sleep feeling fine because I didn't sleep last night. Le témoin. Non, pas tout à fait. Je ne me sens pas très bien. Mais je ferai de mon mieux aujourd'hui. Madame Pack, je vous en remercie. Si vous avez quelques difficultés que ce soit, je suis sûr que vous pourrez le faire savoir à messieurs les juges, madame et messieurs les juges, le témoin. J'ai dit que je ne me sentais toujours pas très bien parce que depuis mon arrivée, je ne me sens toujours pas bien. Le docteur m'a dit que j'avais besoin de me reposer en fait. Le juge président, monsieur le témoin, je me sens obligé d'intervenir maintenant. Comme je vous l'ai dit hier, avant le début de l'interrogatoire, nous allons... Enfin, comme je vous l'ai indiqué, si à un moment ou à un autre vous ne vous sentez pas très bien, vous me le faites savoir. Est-ce que vous êtes prêt à commencer maintenant? Le témoin, oui. Oui, je peux commencer, je peux poursuivre aujourd'hui. Mais je pense que d'ici à demain, je risque de ne pas être en mesure de poursuivre. Le président, je ne pense pas que vous puissiez décider dès maintenant de ce qui arrivera demain. Si vous êtes en mesure de commencer, de poursuivre votre déposition, vous le ferez. Sinon, si à un moment ou à un autre vous avez des difficultés, vous me le direz et nous déciderons à ce moment-là. D'accord? Nous n'allons pas décider de ce qui devra se passer demain. Nous déciderons demain. Le témoin. Très bien, pas de problème. Le président poursuivant. Nous allons donc commencer. Vous nous tiendrez au courant. Madame le procureur. Madame Pack. Merci, monsieur le président. Monsieur Tarlou. À nouveau, je vais essayer de faire de mon mieux pour parler lentement et je vais ménager une pause avant de vous poser une autre question. Et je vous rappelle à nouveau, et je ne veux surtout pas vous manquer de respect, mais parfois je lèverai la main comme ça, simplement pour vous signaler que vous devez vous arrêter pour attendre l'interprétation et la transcription. Et vous pourrez poursuivre après cela. Le témoin. D'accord, d'accord. Madame Pack, bien. Now I'm just going to go back. Today we're just going to... Aujourd'hui, ou plus précisément ce matin, nous allons parler de la période se situant entre... Enfin, la période dont vous nous avez parlé, la période 2002-2003 et les élections de 2010. Nous allons parler de la période se situant entre ces deux dates-là. Le témoin. D'accord. Madame Pack, hier, je vous rappelle simplement vos propos. Ceci se trouve à la page 114, version anglaise de la transcription en temps réel, ligne 23 à 24. Vous avez dit, après la guerre, vous avez dit ceci, après la guerre, je recevais 50 000 francs CFA de l'état-major. Je voudrais simplement vous interroger à ce sujet-là. Le témoin. Oui. Madame Pack. C'était avant ou après que Mangou soit devenu chef d'état-major? Réponse. Oui, même lorsque Mangou est devenu chef d'état-major, j'ai continué à recevoir les 50 000. Après la guerre, la communauté internationale
ne m'a pas accordé l'asile. Donc ma demande d'asile n'a pas abouti. Mais comme je travaillais avec l'armée pendant la crise, j'ai été assez courageux pour aller leur demander de m'accorder un laissez-passer pour me permettre de me déplacer et résoudre certains de mes problèmes. C'est pour cette raison que je recevais cet argent. J'ai reçu un laissez-passer et on me versait ces 50 000 jusqu'en 2010. Madame Pack, à quelle fréquence est-ce que vous perceviez ces 50 000? Réponse. Parfois, lorsque j'allais recevoir les 50 000 et que le chef d'état-major n'avait pas reçu des ordres, parfois, je ne percevais pas mes 50 000 pendant 2 ou 3 mois. Si le chef d'état-major est présent, il prépare les documents et je reçois alors mes 50 000. Mais s'il n'est pas présent, parfois, je ne touchais pas cette somme-là pendant 2 ou 3 mois. Madame Pack, donc, vous rendiez où tous les mois pour recevoir cette somme? Réponse, au CPCO, à l'état-major. Question, et à l'époque, qui était le chef d'état-major? Réponse, c'était Sako. Now, you mentioned before... Question, vous avez mentionné Mangou précédemment. Est-ce que vous l'avez jamais rencontré en personne? Réponse, oui, je rencontrais Mangou. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Il me connaît bien et je le connais bien aussi. Question. Est-ce que vous êtes en mesure de vous souvenir d'occasions particulières où vous l'avez rencontré? Est-ce que vous l'avez rencontré en 2002-2003, par exemple, pendant cette période-là? Réponse. Avant cela, pendant la crise, j'avais l'habitude de le rencontrer à Yamoussoukro. À l'époque, il n'était pas chef d'état-major. Nous étions devenus des amis. Parfois, lorsque j'allais toucher mon salaire, je le voyais, j'allais lui parler et nous discutions. Et même lorsqu'il est devenu chef d'état-major, d'ailleurs, j'en étais ravi. J'avais l'occasion de le voir. Parfois, je lui demandais des privilèges et il me les accordait. Je le rencontrais, je le saluais. La plupart du temps, j'allais simplement le voir pour chercher mon argent. Il me connaît très bien. Et même si vous lui posez la question, il le confirmerait. Question. Et lorsque vous dites qu'il vous accordait des privilèges, qu'il vous donnait des chances, qu'est-ce que vous entendez par cela au juste? Réponse. Ce que je veux dire, c'est que si nous nous rencontrions par hasard, il m'appelait général, et parfois il sortait quelque chose de la poche et il me le remettait. Parfois, il me donnait de l'argent pour mes frais de transport, ou quelque chose du genre. Et lorsque j'allais recevoir mon salaire, s'il n'était pas présent pour signer l'autorisation, il m'était difficile de recevoir mon salaire. Ou si j'allais le voir et que le salaire n'était pas présent, il sortait de l'argent de sa poche et il me le remettait. C'est de cela que je veux parler. Question. Vous parlez d'argent, de l'argent en espèces. Réponse. Oui, si je vous connais, je peux vous demander votre aide. Il peut demander à l'un ou l'autre de ses gardes du corps de me trouver un moyen de transport et il me donnait de l'argent. Nous nous connaissions. Même après la crise, nous avions l'habitude de nous rencontrer. Si j'étais mal pris, il me donnait de l'argent, il me donnait de l'assistance. C'était la nature de notre amitié. Question. Et à l'état-major, dans le camp où était basé l'état-major, est-ce qu'il y avait un endroit pour manger, une cantine? Réponse, non, l'état-major, c'est une caserne, ce n'est pas un camp. Ce n'est pas un camp de réfugiés. C'est une caserne militaire. Donc lorsqu'il ne s'y trouvait pas personnellement, il n'y était pas tout simplement. L'état-major
un mess d'officier. C'est comme ça qu'on l'appelait. Parfois, j'allais le rencontrer, je lui disais, chef, je suis là. Et il avait l'habitude de dire oui. Et je lui disais, chef, je n'ai pas d'argent maintenant. Et il m'aidait. Et parfois, il demandait à certains officiers de me donner ce que je recherchais. C'est tout. Question. Vous nous avez dit que vous receviez votre argent à l'état-major. Est-ce que vous savez si quelqu'un d'autre recevait de l'argent à l'état-major? Réponse. Non, non, je ne peux parler que de ma situation personnelle. Je ne sais pas ce qu'il en était des autres. Je vous ai dit que, au début, les gens disaient que nous recevions de l'argent. Mais je vous confirme que même pendant la crise, je ne savais pas si les gens recevaient de l'argent pour aller se battre. Question. Lorsque vous alliez à l'état-major, est-ce que vous voyez quelqu'un d'autre là-bas, en même temps, à l'état-major, au CPCO? Réponse. Vous savez, il s'agit d'une caserne. C'est la caserne, une des casernes les plus importantes du pays. Donc, si vous allez à la caserne, vous verrez forcément des gens. Mais moi, je ne parle qu'à la personne que je connaissais. Question. J'aborde un autre sujet maintenant. Hier, une carte vous a été montrée. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cela. Dans ce contexte-là, vous étiez en train de déposer. Je voudrais vous rappeler vos propos. À la page 122, ligne 6, à la ligne 8, vous avez dit ceci, en parlant de votre propre carte dont vous disposiez. Vous avez dit, c'est après la guerre qu'ils ont commencé à délivrer des documents comme celui-ci pour le GPP et pour d'autres. Mais cela ne faisait pas partie de mes propres documents. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre réponse et nous dire ce que vous saviez des documents qui étaient délivrés avec le GPP? Réponse. Je veux juste préciser quelque chose. Je ne veux pas que vous me replongiez dans une histoire que je ne connais pas. Si vous me posez des questions concernant mes documents personnels ou mes cartes personnelles, je serai en mesure de vous répondre. Mais une carte que je ne connais pas, dont je ne sais rien, ma carte émanait de l'état-major, elle était tamponnée. C'était un document très direct. Ça ressemblait à une carte d'identité ordinaire, plastifiée. La seule chose que je sais et que j'aimerais que vous avez pu obtenir de ma part, c'est mon agenda. Vous me parlez de quelque chose de nouveau. Je n'en sais rien, moi. Je ne peux vous parler que de ce que je sais. Of course, Madame Pack, oui, bien sûr. Vous ne devez parler que de ce que vous savez. Cela va de soi. Il n'y a pas de difficulté. Le témoin, bien. Question. Hier, vous avez évoqué le GPP, mais si vous n'en savez rien, soit. Réponse, je n'en sais rien. Question. Je me rends compte maintenant que je n'ai pas précisé ou je n'ai pas demandé de précision. Lorsque vous avez évoqué le mot messe, qu'est-ce que vous entendez par cela? Je pense que tout le monde sait ce que c'est, mais comment vous comprenez ce mot-là lorsque vous dites que vous êtes allé au mess? Réponse. Le mess se trouve dans la caserne militaire. Nous sommes tous officiers militaires. Enfin, c'est là où les officiers prennent leur repas. Lorsqu'on allait à l'état-major, c'est là que je me rendais pour rencontrer le chef d'état-major. Parfois, on mangeait ensemble. Question. Je voudrais vous rappeler autre chose que vous avez dit hier pour voir si vous pouvez nous éclairer davantage. Ceci se trouve à la page 114 de la version anglaise de la transcription en temps réel, transcription d'hier. Il s'agit des lignes 1 à 5. Et vous avez dit
Je ne suis pas certain du cadre temporel, alors je vous demande de nous éclairer. Vous avez dit, et lorsque Gbagbo a pris le pouvoir, il me connaissait de Yamoussoukro, il me connaissait, et c'était la première fois que je voyais le président. Parce qu'à l'époque, parce qu'il y avait inaudible à Yamoussoukro. C'était la première fois que je me rendais au palais présidentiel. Je voudrais donc vous poser des questions là-dessus. J'aimerais que vous nous situiez dans le temps. De quelle période parlez-vous exactement et que vous nous expliquiez ce que vous avez vu, ce que vous savez. Réponse. Oui. Pourquoi est-ce que j'ai dit cela? Je ne voudrais pas que vous me citiez mal. C'était la première fois que je le voyais lorsque nous sommes allés participer à une réunion sur la paix. Je suis allé chercher nos vivres parce que personne ne s'occupait de nous. Lorsque nous allions normalement à la caserne, nous y allions pour rencontrer Gbagbo aussi. Et nous l'avons vu dans sa voiture, dans son convoi. Et nous sommes descendus, nous sommes allés lui parler. Et j'ai dit qu'à l'époque, c'était lors de la réunion des pourparlers de paix. I do this just to say slow. Madame Pack, je lève la main simplement pour vous indiquer que vous devez patienter, que vous devez peut-être reprendre. Vous parlez de la réunion des pourparlers de paix. Est-ce que c'était après la guerre dont vous avez parlé, 2002-2003? Réponse. 2003, c'était après l'interprète libérien demande au président de demander aux témoins de ralentir et de recommencer sa réponse. Le juge président, vous devez absolument ralentir votre débit. Je vous invite à répéter votre réponse. Je demanderai à votre avocat, qui est assis à côté de vous, de faire quelque chose s'il se rend compte que vous parlez trop vite. Le témoin, pas de problème, pas de problème. Donc, comme je disais, cela signifie que je devais retourner au début. Lorsque nous avons pris tous les pleux, lorsqu'un groupe de Libériens ont quitté le territoire pour se rendre au Libéria, l'interprète libérien demande au président de rappeler aux témoins de ralentir. Le président, nous ne pouvons pas poursuivre à ce rythme. Microphone. Madame Pack, votre microphone est allumé. Le juge président, les interprètes protestent avec véhémence. Le témoin, d'accord. Le président, j'ai un bouton ici. Je peux allumer ou éteindre votre microphone. Je vais être obligé de le faire. Je vais simplement être obligé d'éteindre votre microphone si vous parlez trop vite. Là, je l'ai rallumé. Le témoin, d'accord. Madame Pack, très bien. Donc, reprenons les choses une chose à la fois. Vous étiez en train de dire que nul besoin de nous rappeler tout ce que vous avez dit au sujet de tous les pleux et lorsque le modèle est allé au Libéria. Il n'est pas nécessaire de répéter toute cette histoire-là. À ce moment-là, vous étiez à Yamoussoukro, c'était 2003, et je souhaiterais savoir, et je vous demande simplement de nous parler davantage de cela. Qui a rencontré M. Gbagbo à l'époque? Peace meeting from Réponse. J'ai dit que les gens allaient participer à une réunion pour parler de paix. Les gens étaient venus à Yamoussoukro de Bouaké pour rencontrer le président. Nous aussi, nous sommes allés chercher nos vivres. Nous voulions rencontrer Gbagbo à l'époque. Il était au Camp Terre.
Nous étions dans notre propre voiture et le président est passé, le convoi présidentiel est passé. Donc nous sommes allés chercher nos vivres parce qu'il n'y avait pas de gens là-bas. Nous sommes retournés pour voir le président lui-même à Yamoussoukro. Question. Vous dites nous, mais de qui parlez-vous? Vous et qui d'autre? Réponse. Le commandant qui nous avait ramené de Giglo. Nous étions tous dans la même voiture. Nous étions dans la voiture lorsque le convoi présidentiel est arrivé. Et lorsqu'il est arrivé, nous l'avons vu descendre du véhicule. Question. Avant cela, vous nous avez dit que lorsque vous êtes revenu de Giglo pour vous rendre à l'état-major ou pour aller chercher des approvisionnements, vous étiez avec d'autres Libériens. Dites-nous, vous êtes dans une voiture, vous étiez avec d'autres Libériens dans la voiture? Réponse. Nous étions 3. Moi-même, Kai Farley et Amos. Et y compris le commandant qui nous avait ramené de Giglo. Le garde de Giglo. Question. Et vous venez de dire à l'instant que M. Bagbo vous a vu et qu'il s'est adressé à vous. Pouvez-vous nous dire ce qu'il vous a dit? Because I told you that. Réponse. Vous m'avez posé la question et j'ai dit que vous ne m'aviez pas bien cité. J'avais dit que seul Mangou s'était adressé au président. Nous avons vu le président lors de la réunion de pourparlers de paix et il nous a salués tous, mais moi personnellement je ne suis pas allé lui parler personnellement. J'ai dit que seul Mangou était en mesure de lui parler directement. Was waving. Question. Et lorsqu'il vous a vu et qu'il vous a salué? Réponse. Il y avait une foule de gens. Nous n'étions pas seuls. Il saluait tout le monde. Question. Oui, je comprends. J'essaie juste de comprendre où vous étiez à ce moment-là. Réponse. Nous étions au palais à Yamoussoukro. Now, let me Madame Pack. Je vais vous poser d'autres questions au sujet de cette période-là, donc c'est juste après la guerre. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, le témoin n'est pas en mesure de lire ou d'écrire, mais il y a des documents qui sont pertinents s'agissant de cette période. Je peux faire référence à ces documents dans ce contexte et vous donner la référence afin que la Chambre puisse les admettre à le moment venu. Je m'en remets à vous. Je vais poser des questions préliminaires et à vous de nous dire si vous souhaitez que nous les présentions officiellement maintenant au fin de versement au dossier ou pas. Le Président, est-ce que vous allez les montrer aux témoins ou pas? Question. Je verrai plus tard. Je vais d'abord lui poser des questions préliminaires et le Président interrompant. Oui. Nous savons que le témoin a besoin d'assistance. Nous ne savons pas qui est censé l'aider, mais bon. Madame Pack, hier, je vous ai relu un passage de votre entretien et vous avez évoqué le CCIAT. Est-ce que vous savez ce que c'est? Le CCIAT. Réponse. J'ai dit que le CCIAT, c'était à l'état-major, où travaillait Kajoumisou. Sako y travaillait également. C'était au CPC. Avant cela, cela s'appelait le CCIAT. Je ne peux pas vous dire quelle est la différence entre les deux, mais c'est de cela que je parlais. Il est situé dans la caserne. Question. Je veux juste être très sûr d'avoir bien compris. Vous avez dit que le CCIAT
CCAT ou CCIAT, c'était avant le CCPO. C'est bien cela? Réponse oui. À l'époque, comment est-ce qu'on l'appelait déjà? Lorsque Kajumiso y était, cela s'appelait le CCIAT. Et plus tard, il a été rebaptisé CPCO. Au début, c'était donc le CCIAT. Et lorsque le personnel a changé, ils ont changé le nom, ils l'ont rebaptisé. Et c'était cela, donc de cela qu'il s'agissait. Question, est-ce que vous avez, pendant cette période-là, est-ce que vous avez entendu parler à nouveau? Et dites-moi simplement si vous avez déjà entendu parler de ce nom-là. Faundi, est-ce que ça vous dit quelque chose? Réponse, c'est peut-être un problème de prononciation, mais je ne pense pas. Tel que vous le prononcez, ce nom ne me dit rien. Question, le mot s'appelle de la manière suivante. P-H-A-O-U-D-I, c'est certainement ma prononciation. Faoudi. Réponse. were you Madame Pack, vous nous avez dit que vous aviez reçu de l'argent du CPCO. À ce moment-là, donc après la guerre, savez-vous si dans le groupe Lima, il y avait quelqu'un d'autre qui recevait de l'argent, des membres blessés du groupe Lima qui auraient reçu de l'argent de l'état-major ou d'ailleurs? Réponse non, je ne sais pas. Je ne m'occupais que de mes affaires à moi. Lorsque je me rendais à l'état-major, chapeautait toutes les activités militaires dans le pays. Donc lorsque je m'y rendais, je ne m'occupais que de mes affaires. Je ne m'occupais pas des affaires des autres. Madame Pack, Madame et Messieurs les juges, je ne vais pas demander aux témoins de lire un document, mais je voudrais qu'ils consultent la deuxième page, OTP 0048 0038, onglet 54. Je m'adresse à mes éminents collègues. Je voudrais pouvoir verser ceci au dossier maintenant, mais je ne le ferai pas. Mais pour le montrer aux témoins, ça a du sens que de le faire maintenant. Donc ce document, nous allons l'afficher. Je vais vous montrer une image. Réponse, d'accord, d'accord. Madame Pack, c'est public. Et ça va être affiché sur l'écran devant vous. I want to look at page Il s'agit de la page 0039. and for my colleague Mr. Odom. Et pour mon collègue Monsieur Odom, c'est évidence 1 en bas. Je ne sais pas si mon collègue sait comment les choses fonctionnent. Je voudrais qu'on fasse un gros plan sur le bas de la page. Est-ce que Madame le greffier d'audience veut bien faire un gros plan sur le bas de la page? Regardez l'image et est-ce que vous reconnaissez ce que vous voyez? Réponse non. Madame Pack, nous allons conservant. Le document à l'écran, je voudrais pouvoir verser cette pièce. C'est un document de 2 pages. Je voudrais savoir où vous viviez à l'époque. Donc, après le groupe modèle, après que le groupe modèle s'est rendu au Libéria, on va s'arrêter là un instant.
Est-ce que tous les membres du groupe, ceux dont vous avez cité les membres du groupe Liba qui sont retournés au Libéria et devenus modèles, est-ce qu'ils sont tous rentrés au Libéria? Tous ces hommes dont vous avez parlé? Réponse, oui, ils sont tous rentrés au Libéria. Je suis le seul à avoir décidé de rester. Il y avait quelques autres frères qui ont décidé de ne pas rentrer non plus, ils sont restés. Mais tous ceux dont j'ai donné les noms, ils sont rentrés au Libéria. Madame Pack, est-ce qu'ils sont restés au Libéria ou est-ce qu'à un moment donné, il y en a qui sont revenus? Vous savez ce qui leur est arrivé après cela? Réponse, non. Après la guerre, la plupart des gens ont trouvé un travail, ils ont trouvé du travail au Libéria et on ne leur a pas demandé de revenir. L'interprète libérien déclare que le témoin parle trop vite. Le président, s'il vous plaît. Madame Pack, vous-même, vous êtes resté dans l'Ouest ou bien est-ce que vous êtes allé à Abidjan? Réponse, non, je suis rentrée à Abidjan parce que là, je voulais m'inscrire à un programme des Nations Unies à Abidjan. Ils étaient en train d'organiser toutes les questions relatives à l'asile politique en Amérique. Donc j'ai décidé d'aller à Abidjan. Madame Pack, et vous viviez où à Abidjan? Dans quelle zone? Réponse, à Makori. L'interprète se reprend, Marcouri. Madame Pack, est-ce que quelqu'un d'autre vous a accompagné de la région ouest à Abidjan? Réponse, non, je n'étais pas avec les autres. Mais la plupart de ceux qui faisaient partie du groupe et qui sont allés à Abidjan, on ne vivait pas ensemble. Ce qui s'est passé, c'est que quand on s'est porté candidat pour le programme d'asile des Nations Unies, on n'a pas été accepté, simplement parce qu'ils nous avaient vus en uniforme. On avait porté l'uniforme, donc automatiquement, on était disqualifiés. Madame Pack, vous avez dit que la plupart de ceux avec qui vous étiez sont allés également à Abidjan, mais pas avec vous. Donc vous parlez des membres libériens de la Lima? Ils sont allés à Abidjan? Réponse, oui, la plupart d'entre eux sont partis en Amérique. Ceux qui n'étaient pas connus, ceux que la population ne connaissait pas. Question. Est-ce que vous vous souvenez du nom de certains de ces hommes qui vivaient à Abidjan, pas avec vous, mais qui étaient à Abidjan également? Réponse. Après la guerre, tout le monde essayait de quitter le pays. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, je passais plus de temps avec des Ivoiriens qu'avec mes frères libériens. Je vendais de la crème glacée à l'époque. Madame Pack, vous avez parlé de votre ami Mission un peu plus tôt. Est-ce que vous savez où lui était à l'époque? Réponse. Mission, il vivait à 2 plateaux. Moi, j'étais passée de Marcouri à 2 plateaux également. 2 plateaux, ça n'était pas loin du bureau des Nations Unies. Mais quand on est de Koumassi, il aurait fallu prendre 2 ou 3, 4 moyens de transport avant d'arriver au bureau des Nations Unies. J'aurais dû dépenser jusqu'à 300. Donc, Mission, il était à 2 plateaux et moi, j'ai décidé également de m'installer à 2 plateaux. Madame Pack, et quand vous vous êtes installée à 2 plateaux, est-ce qu'il y avait d'autres Libériens, d'autres membres de la Lima qui étaient là en même temps que vous? Réponse.
Il y avait plus de Libériens là-bas, mais la plupart d'entre eux n'étaient pas des combattants par le passé. C'est à cause de ce qui s'est passé pendant la crise. Tout le monde voulait être près du bureau des Nations Unies parce qu'il passait des entrevues avec les Nations Unies, donc il voulait être près du bureau des Nations Unies et c'est pour ça qu'il s'était installé à 2 plateaux. Madame Pack. Je reste sur la même période de temps. Alors, pour que mes collègues sachent où je vais faire référence au document, onglet 62, CIV-OTP 0018 0549. Je ne sais pas si ça va susciter une argumentation, mais c'est un document qui a été communiqué conformément au titre de la règle 77. Il y avait doublon avec une série d'autres documents sur notre liste de pièces. Et ce que je voudrais faire, c'est présenter cette version-ci, parce que tous les documents se trouvent au même endroit. Et cette version-ci, je crois que le lieu est indiqué. Je ne vais pas vous dire où, en présence du témoin, on peut s'occuper de cela plus tard. Mais ça a été communiqué. Ça a été communiqué par un courriel. Donc, je n'irai pas plus loin maintenant, mais c'est la justification. Alors évidemment, je sais que c'est un petit peu tard, mais je voudrais utiliser cette version plutôt que l'autre version ou les autres versions qui figurent sur la liste des pièces. Morning, Your Honours. Maître Shea, et si nous parlons de l'onglet 62, CIV OTP 0018 0549, il y a une objection à l'utilisation de ce document avec ce témoin. Tout d'abord, ce document ne figure pas sur la liste des pièces de l'accusation. Je ne parle pas de la liste des notifications aux parties, les informant que cela allait être utilisé avec ce témoin. Je parle de la liste des pièces. Et conformément au cadre juridique que le collège a déterminé, si ça n'est pas sur la liste de l'accusation, ça ne peut pas être utilisé. Madame Pack, excusez-moi, le président... Non, laissez-les terminer. Madame Pack, en l'absence du témoin, la justification, si c'est la nature du document, je ne sais pas. Le président, il suffit qu'il enlève ses écouteurs. Madame Pack, mais il comprend l'anglais. Maître Shea. Si on se lance dans ce domaine-là, ça dépendra de l'évolution de la conversation. Monsieur le Président, donc ceci est placé sous votre responsabilité, maître. Maître Shea, le Président reprend la parole. Donc le témoin ne doit pas forcément être là. Donc, ne prenons pas de risque. Est-ce que l'on peut faire sortir le témoin, s'il vous plaît? Maître Shea. Maître Shea, alors, restons dans une séquence ordonnée. D'abord, il y a le président. Oui, on sait ça. Maître Shea, le paragraphe 22. Président, 21-22, on est au courant. Maître Shea, le deuxième motif, c'est qu'on sait que ce témoin ne sait ni lire ni écrire. Et donc,
utiliser ce document avec ce témoin ne sert à rien. Troisième motif, il n'y a pas de lien, de connexion claire entre ce document et le témoin. Une lettre de Embley Ekie à Simone Gbagbo portant sur les factures d'hôtel de militaires libériens. Ni l'auteur ni le destinataire de ce document, et dès lors, selon moi, il ne peut pas faire de commentaires sur ce document. S'il s'agit d'obtenir des preuves sur des paiements, eh bien, il suffit de poser des questions aux témoins sur les paiements. Et on saura ainsi ce qu'il en sait. Mais le témoin ne pourra pas faire de commentaires sur ce document-ci. Le président, Maître Knops. Maître Knops, bonjour Monsieur le Président, nous sommes d'accord avec l'analyse de l'équipe de la défense de Monsieur Gbagbo. Nous avons une objection supplémentaire en montrant ce document qui, comme Maître Ochet l'a dit, est une lettre adressée à Madame Gbagbo. Cela pourrait constituer une question directive. En montrant un document sans qu'il y ait de véritable raison, cela pourrait peut-être conduire le témoin à faire certaines réponses. Et c'est une objection supplémentaire ajoutée à l'objection officielle sur le fait que le document ne fait pas partie de la liste des pièces qui ont été communiquées par le bureau du procureur, et le fait qu'il n'y ait pas de lien entre ce témoin et ce document. Ça, c'est la troisième objection, donc, à la soumission de ce document au témoin et au fait qu'on le lui montre. Madame Park, est-ce que je peux tout d'abord m'occuper des questions de procédure et puis du fond? Au sujet de la procédure, je dirais que cela ne causera aucun préjudice que d'utiliser ce document parce qu'il s'agit en fait d'une série de documents. Je crois qu'il y en a 4 ou 5, je ne me souviens pas exactement du nombre, mais chacun de ces documents existe sous une forme différente sur la liste des pièces, sauf un. C'est une lettre à la page 0551. Donc il n'y a aucun préjudice puisque tout le monde a eu connaissance de ces documents. Deuxième chose, ces documents émanent d'une source. En fait, c'est la résidence présidentielle. Donc, c'est tout à fait justifié d'utiliser ce document pour si l'authenticité des documents est remise en question. Le premier document, c'est une lettre adressée à Madame Gbagbo. Si l'authenticité du document est remise en question, le fait qu'on l'ait trouvé à la résidence, c'est quelque chose que vous, les juges, devez pouvoir consulter. C'est pour cela que nous souhaitons remplacer les autres documents qui sont les mêmes, qui figurent sur la liste des pièces. Nous souhaitons les remplacer par ceci. Et puis, sur la question de fond, Mesdames et Messieurs les juges, après l'interrogatoire du témoin P435, on pouvait montrer des documents et quand il y avait des questions qui étaient liées aux documents qui étaient pertinentes, on dit, une fois que la pertinence des documents et des articles dans le contexte du témoignage est établie, et lorsque tout cela est considéré comme pertinent, donc il est justifié d'utiliser un document avec un témoin. C'est quelque chose qui a été dit le 5 septembre. C'est la transcription 70. Je pourrais vous donner des informations plus précises sur ce point plus tard. Bon. Très franchement, Madame et Messieurs les juges, éminents collègues, il y a un reçu. C'est un reçu, une facture d'hôtel sur laquelle figurent des noms. Page 0
552, les noms reprend des noms comme Eric Badel, le capitaine Soloda et quelqu'un qui s'appelle le capitaine Junior Talway. Donc, je voudrais vérifier les noms auprès du témoin. Ce sont des Libériens à Abidjan en 2005, dans un hôtel à Koumassi. Je voudrais lui soumettre les noms, savoir ce qu'il a à dire. Et puis, il y a toute une série de documents qui concernent le paiement de cette facture. Il y a une liste de noms que je voudrais soumettre au témoin. Je ne lui demande pas de lire la facture, je veux simplement lui soumettre les noms, lui montrer la facture. Et il me semble que c'est tout à fait pertinent dans le cadre de sa déposition. Maître Shea, puis-je répondre brièvement? Le président, oui. Maître Shea. Le préjudice, Monsieur le Président, c'est quelque chose de cumulatif. On a des règles sur la communication pour que la défense puisse être préparée tout au long du procès. Donc, quand l'accusation régulièrement nous dit « cela ne porte pas préjudice »,« cela ne porte pas préjudice », non. C'est pour ça qu'on a des règles. C'est pour que l'on puisse respecter les règles de la communication et que l'on applique les règles. Pour ce qui est des commentaires qui ont été faits sur le contenu du document, ce sont des cas qu'il faut examiner un par un. Nous ne voyons pas très bien comment ce témoin, dans ces circonstances particulières, pourrait faire des commentaires sur la teneur du document. Donc, il se pourrait qu'il y ait des circonstances où un lien est peut-être un peu faible et qu'on peut utiliser quand même un document, mais il faut au moins que le témoin soit en situation de faire un commentaire sur le contenu du document. Pour ce qui est des noms peuvent être soumis au témoin sans qu'on utilise un document. Le risque en utilisant un document, c'est que, à un moment donné, l'accusation va finir par mettre des mots dans la bouche du témoin, parce qu'on prend des noms qui figurent sur un document, on dirige le témoin pour le mener jusqu'à un contexte spécifique où l'on trouve la pertinence des noms, peut-être pas ce témoin, mais d'autres témoins pourraient en profiter pour embellir ou ajouter à leur déposition. Dès lors, il me semble inadéquat que l'accusation utilise un document pour quelque chose que le témoin ne connaît pas. Si vous souhaitez poser des questions au témoin, eh bien, mon éminente collègue pourra demander au témoin s'il connaît telle ou telle personne, sans plutôt lui décrire le contexte. Maître Knoop. Très brièvement, Monsieur le Président, la réponse de l'accusation a confirmé nos craintes. L'accusation a pour intention de diriger le témoin vers un certain nombre de réponses. On peut demander au témoin s'il connaît un certain nombre de personnes présentes au palais présidentiel. On lui soumet des noms. Là, on le conduit vers une réponse. Deuxième chose, la source de cette lettre qui sera versée par l'accusation, eh bien, cette source, selon nous, elle a été expurgée. C'est-à-dire que l'accusation n'a pas divulgué la source de cette lettre. Si l'on consulte les métadonnées de l'accusation, on voit qu'il y a eu expurgation de la source. Donc, on ne peut pas conclure que la lettre est authentique. Je vois que M. MacDonald achille la tête. Nous avons des informations dans notre système. D'après les informations que nous avons, la source de la lettre, là d'où vient la lettre, c'est quelque chose qui a été expurgé par l'accusation. Ce qui fait que c'est encore beaucoup plus difficile de soumettre cette lettre au témoin, en laissant entendre que cette lettre est authentique. On n'a aucune preuve de la validité de la source et donc de l'authenticité du document. Mais notre objection porte surtout sur la nature
de l'introduction de ce document qui pourrait conduire à des questions directrices. Monsieur MacDonald, Madame, Messieurs les juges, cette information n'a pas été expurgée dans les métadonnées. La source n'a pas été expurgée. Cela a été saisi par l'acquisition à la résidence même. Les documents sous-jacents qui constituent le document essentiel viennent d'une source différente. Donc, en fait, vous avez des sources différentes pour le même document. Le président, nous allons suspendre l'audience pour en discuter et délibérer. Nous reprendrons dans 1 heure. Donc, nous allons ajouter la pause à cette délibération et nous reprendrons à 11h30. Madame Pack, Monsieur le Président, je voudrais simplement dire à mes éminents collègues que je sais exactement ce que je fais, que je n'ai aucune intention de diriger le témoin.